Alors, on va reprendre cette journée sur la douleur. Nous avons se fera en deux temps. Un premier temps sur le soin de la douleur, sur les traitements de la douleur, avec deux interventions. Une intervention médicale et une intervention par l'argiloscopie et sciences politiques, et puis une séquence de concertation. Alors, je donne tout de suite la parole à Anne Glazy et Marguerite Doucet, qui sont deux médecins douleurs ou algologues qui travaillent respectivement à l'hôpital Saint-Louis et l'hôpital Saint-Joseph. Merci beaucoup pour une intervention sur la douleur chronique. Merci. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à l'Espace Éthique et à la commune de nous avoir invités pour vous parler de la douleur aiguë, mais que l'on va considérer comme la douleur normale. Et puis Marguerite nous évoquera comment on nous parle après d'une douleur chronique, d'une douleur maladie. Et puis, par rapport à cette douleur chronique, quels sont les modèles de commentaires? Donc déjà, on va parler définition. Alors ce matin, on l'a beaucoup vu, la définition de la douleur. Elle a été abordée à de nombreuses reprises. En effet, elle a été déterminée en 1979, la première fois. En 1979, par l'Association internationale d'études de la douleur. Et en fait, cette définition va permettre de voir une maladie invisible. De faire devenir visible une maladie invisible. En fin de matinée, nous allons parler sur d'autres problèmes, mais c'est la même chose pour la douleur. Alors, la douleur, c'est une expérience. Une expérience, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on ressent, que l'on vit dans une réalité. Et à la fois, c'est sensoriel et c'est émotionnel. C'est-à-dire que cette définition va apporter un regard à la fois sur le physique et sur le psychologique. Et c'est une des premières fois que l'on pouvait lier ces deux éléments ensemble et pas, comme on a dit à un moment donné, cette dissociation qu'il peut y avoir entre le corps et l'esprit, qui est considérée comme désagréable et qui peut être associée ou ressemblant à celle associée. Ça a posé ça fait faire des remarques à la philosophe qui a parlé, est-ce que la douleur est mentale ou pas? Parce que justement, dans la douleur chronique, le phénomène qui a mis en jeu cette douleur n'existe plus. Et du coup, ça a permis à tout un tas de personnes qui pouvaient évoquer de la douleur le fait qu'ils avaient une validité à l'exprimer. Donc, ressemblant à celle associée à une lésion réelle, tout potentielle. Et donc, cette nouvelle définition a permis à la fois de donner la parole à les patients qui n'avaient plus de mots pour l'exprimer. Ça a été aussi évoqué, les enfants, les non-communicants, les dyscommunicants, les personnes âgées, et ça a permis de mettre donc des mots sur des lésions qui pouvaient être visibles ou invisibles, mais sources de quelque chose qui est décrit comme point de douleur. Donc, point de douleur, déjà, c'est différent de la nociception. La douleur, comme on le disait, c'est une expérience. L'expérience, c'est le fait d'éprouver quelque chose dans sa réalité. À la différence de la nociception, ça va être vraiment le mécanisme. C'est vraiment des cartes et le schéma de la flamme, la personne qui se brûle et ça arrive jusqu'au cerveau. C'est la transmission d'un mécanisme et de stimulus qui sont là et qui sont susceptibles de porter atteinte au corps. Parce que la douleur, initialement, c'est quelque chose qui nous protège. Qui nous protège et qui nous a permis, dans le cadre de l'évolution, de survivre et d'accéder à se maintenir en vie et à progresser. Du coup, il va y avoir plusieurs composants dans cette douleur. On va le voir juste après.
Donc, vous allez avoir un influx nerveux. La douleur, c'est complexe parce que vous allez avoir un mécanisme qui est en branle, qui est soit un mécanisme physique, soit chimique, soit une altération quelconque, mais qui est transformée en une autre énergie, qui est une énergie électrique, et qui va suivre un cheminement dans la fibre nerveuse pour aller arriver jusqu'au cerveau. Et justement, du fait de ces composantes, on va les détailler juste après, elles ont déjà été évoquées ce matin, on va avoir des perceptions qui vont être différentes et des expériences donc, de douleur qui vont être très très variables et très différentes d'une personne à l'autre, puisque c'est vraiment soumis à la subjectivité des personnes. On va avoir des personnes qui vont dire qu'elles sont très douilleuses, d'autres personnes qui vont dire qu'elles ne ressentent pas la douleur. Quelques petits éléments. On n'a pas trafiqué les photos. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement subjectif et qui va être influencé par de nombreux facteurs, mais tous ces facteurs sont des facteurs qui sont liés à la composante de la douleur. Les composantes de la douleur ont disparu. Ces composantes, elles ont été évoquées ce matin, et je vais vous le redire. Il y a la première composante, c'est ce qu'on appelle la sensorie discriminative, c'est juste le fait qu'on avait vu sur le schéma précédent, sur ce schéma, on voit une fibre nerveuse et vous allez avoir un influx. Donc, en effet, c'est tout ce qui est le mécanisme anatomique qui va décoder l'intensité, qui va décoder la localisation, qui va décoder la durée de l'influx et qui va nous donner des données anatomiques, exclusivement anatomiques. Comme le disait ce matin la personne sur la douleur et la santé mentale, en effet, à ce moment-là, la personne ne va pas dire normal. Elle va dire qu'elle a mal quand la douleur va être passée dans les autres composantes qui sont la composante affectivo-émotionnelle et la composante cognitive. Alors on parle de composantes, en fait ce sont des zones cérébrales qui sont un petit peu plus antérieures et qui vont analyser à la fois le ressenti, toutes les croyances que la personne va avoir par rapport à cette douleur, toutes ces interprétations par rapport à la douleur. Quand je travaille en cancérologie, parfois les gens rentrent dans la douleur par leur maladie et on découvre la maladie par la douleur. Du coup, la moindre douleur pour ces personnes-là va être une réminiscence de cette maladie qui a été découverte et qui a transformé leur vie. Il y a un avant et il y a un après. Et du coup, la moindre douleur va avoir cette composante-là et cette tonalité-là. Et ces composantes-là, affectivo-émotionnelles, cognitives, sont accompagnées de phénomènes, souvent de réactions végétatives, qui sont aussi en lien avec les phénomènes nerveux, avec des angoisses, des peurs, des émotions qui vont être à la fois emmagasinées et encartées dans notre mémoire, et chaque douleur, après, sera évaluée et pesée à l'aune de cette mémorisation et de ces éléments affectivo-émotionnels, et qui vont amener une personne à dire soit pareil, et en tout cas à voir est-ce que quelle est l'émotion que je mets derrière, quel est le souvenir que je mets derrière, qu'est-ce qui va me faire dire que c'est le douloureux. Alors tout ça, ça a l'air de se passer dans un temps très long. Il faut le ramener à une chose, ça se passe en l'ordre de la demi-seconde, mais ça n'empêche que le cerveau analyse tout ça à ce moment-là. Et donc après, je vais passer la parole. Que se passe-t-il quand la douleur aiguë, donc un signal d'alarme, devient chronique?
C'est là, le et moi, je me couche. Avec un accent un peu moins chantant. Désolée pour la parisienne. Voilà, donc on est passé de la douleur aiguë qui est un signal d'alarme et qui nous informe d'un niveau d'alerte, en général par une lésion, une agression, une effraction. Et que se passe-t-il quand la douleur perdure et qu'on passe d'une douleur aiguë à une douleur chronique? Alors, arbitrairement, on considère qu'une douleur devient chronique quand elle dépasse 3 mois d'évolution. Pourquoi 3 mois? Parce qu'on considère que 3 mois, c'est la durée nécessaire à la cicatrisation des tissus. Et donc, c'est le temps où la douleur normale, la douleur signal d'alarme, devrait avoir disparu. Donc, si elle persiste au-delà de 3 mois, c'est que déjà, c'est pas normal. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on parle de douleur chronique. Il se trouve que dans la douleur chronique, il y a plusieurs dysfonctionnements qui se mettent en place et qui sont propres à cette maladie qui est la douleur chronique. La douleur aiguë, comme vous a expliqué Anne, elle a plusieurs composantes. Elle suit certains trajets ascendants, descendants, etc. Et quand ça devient pathologique, les dysfonctionnements peuvent toucher un peu tous les niveaux de transmission de cette information douloureuse. Et ces mécanismes deviennent propres à cette pathologie qu'est la douleur chronique. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que ça explique une partie de ce qu'on a entendu ce matin et sur lesquels on va revenir. Ça explique pourquoi, depuis 2019, la douleur chronique est devenue une maladie à part entière. Anne vous a parlé de la douleur symptôme. Il se passe quelque chose, il y a une agression, il y a un symptôme qui est la douleur aiguë, c'est quelque chose de normal et de protecteur pour l'organisme. Quand la douleur devient chronique, ça n'est pas normal et c'est donc une maladie. Et ça fait partie de la nouvelle classification, seulement depuis 2019, mais beaucoup ne le savent pas et donc c'était nécessaire probablement de vous le redire aujourd'hui. Et non seulement c'est une maladie parce qu'elle provient de dysfonctionnements qui sont propres à cette pathologie, mais aussi parce que cette maladie va générer le fameux cercle vicieux dont on a parlé plusieurs fois, qui va finir par envahir la personne. Et la douleur entraîne de la douleur parce qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène de sensibilisation. On ne s'habitue pas à la douleur. On peut s'habituer à une odeur désagréable, à un son pénible. On ne s'habitue pas à la douleur parce que le système ne fait que se sensibiliser. Donc plus il est stimulé, plus les seuils de détection vont diminuer, plus les mécanismes propres à la douleur chronique vont s'entretenir les uns les autres, et le corps et l'esprit, donc la personne, va s'adapter à cette pathologie de façon malheureusement inadaptée. C'est-à-dire qu'elle va éviter le mouvement, donc elle va devenir de moins en moins capable de bouger, ce qui va accélérer le processus de sensibilisation de la douleur, ce qui va entraîner évidemment des phénomènes psychiques, émotionnels délétères, et donc ça ne fait que envahir de plus en plus la personne. Et cet envahissement douloureux, il génère dans la relation qu'on a avec son patient souffrant de douleur chronique un sentiment d'incompréhension réciproque, surtout quand on n'a pas connaissance de ces mécanismes et des conséquences de la douleur chronique. Le patient, lui, il se sent incompris par le monde médical et le monde globalement qui ne connaît pas la douleur chronique comme maladie. Et le soignant, il ne comprend pas pourquoi il y a cette exagération du vécu douloureux par rapport à une pauvre petite lésion, ou alors quelque chose qui est guéri, ou par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne retrouve pas aux examens ou à l'examen clinique. Et cette incompréhension, elle pousse les médecins de la douleur à questionner, à réinterroger
les objectifs de prise en charge du patient. Parce qu'en fait, si on considère la douleur chronique comme une maladie chronique, ça veut dire qu'il faut prendre en charge cette maladie comme toute autre maladie chronique, c'est-à-dire probablement quelque chose qui va perdurer et que le patient va devoir apprendre à mieux gérer, à mieux accepter et avec laquelle il va devoir continuer le mieux possible de vivre avec. Et donc les objectifs finalement de prise en charge de la douleur chronique, notamment dans les structures douleurs, ils sont pas tellement d'espérer une disparition de la douleur, puisqu'il y a cette maladie. En revanche, on peut beaucoup aider et accompagner le patient à faire en sorte que cette douleur chronique soit moins envahissante, moins pénalisante, moins impactante dans tous les champs de sa qualité de sa vie. Et pour ça, on suit le modèle biopsychosocial, qui est un modèle qui date des années 70 et qui avait été décrit par un psychiatre. Et donc c'est là où aussi on retrouve toutes ces questions autour de la dualité psychique, physique, souffrance, douleur. En fait, la façon dont on doit prendre en charge une douleur chronique, c'est de tenir compte de toutes ces dimensions qui interagissent de façon dynamique pour envahir la personne. Et donc, il est absolument impossible de prendre en charge un patient qui a des douleurs chroniques si on ne tient pas compte de toutes ces composantes et de toutes ces dimensions. Non seulement il y a plusieurs composantes qui génèrent et qui entretiennent ces douleurs, mais en plus, cette douleur, elle va aller toucher les différentes dimensions de la personne et les différentes dimensions de la vie de la personne dont il faut tenir compte pour fixer avec le patient les différents objectifs. Sauf que ça, c'est pas facile, ça prend du temps, ça nécessite une vraie confiance entre le patient et son équipe de soins. Et justement, si je parle d'équipe, c'est parce que les recommandations internationales et récemment là, le parcours santé, je ne sais pas si on voit suffisamment, mais en gros le parcours de soins de la Haute Autorité de Santé est tout récent. Et donc ces recommandations promeuvent la prise en charge pluridisciplinaire, voire interdisciplinaire, pour une bonne prise en charge de la douleur. Qu'est-ce que ça veut dire interdisciplinaire? C'est qu'il y a plusieurs bonhommes autour du patient. Et ces bonhommes, ils interagissent entre eux. C'est pas seulement, alors très bien, vous avez une douleur à tel endroit, je vais vous envoyer voir le kiné, et puis vous allez aussi voir la psychologue, et puis vous aurez de l'éducation thérapeutique avec notre infirmière. C'est pas uniquement ça. C'est l'infirmière, elle va parler au kiné de ce qu'elle a pu transmettre comme information à votre sujet, au sujet de la douleur lors de la dernière consultation. Et le kiné, il va tenir compte de cet état d'avancée, de compréhension, par exemple, du patient dans les exercices ou l'évaluation qu'il va faire de la personne. Donc, c'est modèle de prise en charge interdisciplinaire. Finalement, c'est ce qu'on devrait avoir dans toutes les maladies chroniques. Hein. C'est pas la douleur qu'il a inventée, pas du tout. Mais vous imaginez bien que ça prend du temps et que ça nécessite beaucoup de moyens. Et c'est en même temps la seule manière, pour les patients les plus complexes en tout cas, de les faire évoluer dans un mieux vivre avec cette douleur. Et qu'est-ce que on fait une fois que cette évaluation, alors l'évaluation d'un patient qui a des douleurs chroniques, elle passe par beaucoup d'échanges autour du vécu, de l'histoire de la maladie, dans quel contexte la douleur s'est inscrite, et elle vise à évidemment repérer les projets du patient, les idéaux du patient pour pouvoir s'accorder sur les objectifs de prise en charge, et souvent elle vise aussi
à trouver avec le patient ou à aider le patient à trouver le sens de cette douleur. Et tout à l'heure, on a questionné, mais que fait-on quand la drépanocytose disparaît et on s'est construit avec ces douleurs et que devient-on et l'identité, etc. La douleur chronique a toujours un sens chez la personne, mais ce sens-là, il n'est pas toujours évident, il n'est pas toujours dissible, il n'est pas toujours conscient. Et donc, ça fait partie vraiment de l'évaluation de la douleur et c'est capital. Une fois que l'évaluation de toutes ces dimensions a été faite, on va proposer un projet thérapeutique qui est donc pluridisciplinaire et plurimodal. C'est vraiment l'antalgie intégrative. Et comme vous le voyez, les médicaments, les techniques invasives, elles sont finalement les amis dans des petits nuages un tout petit peu plus petits, parce que probablement c'est pas ça l'essentiel. Alors parfois il y a besoin d'un peu de chimie pour pouvoir se lancer dans le reste du traitement, mais le traitement de la douleur chronique, il repose essentiellement sur l'activité physique, l'éducation thérapeutique et l'intégration de toutes ces techniques médicamenteuses ou non. Actuellement, en France, le modèle de prise en charge qui permet de proposer aux patients ces traitements complexes, c'est ce qu'on appelle les structures douleurs chroniques. Les structures douleurs chroniques, elles visent à prendre en charge les patients les plus complexes. Pour pouvoir, l'objectif, c'est de laisser les patients les moins complexes, dont la qualité de vie est la moins altérée, dont l'envahissement de la douleur est le moins marqué. On considère qu'il n'y a pas forcément besoin d'une prise en charge interdisciplinaire si poussée pour eux. Les structures douleurs chroniques, c'est vraiment le modèle de prise en charge interdisciplinaire qui a beaucoup d'atouts. Donc on ne peut devenir structure douleur chronique que quand on a répondu à un cahier des charges qui est le même pour toutes les structures douleurs chroniques en France. Elles sont réparties de façon à peu près égale suivant le territoire. Et il y a des budgets ministériels qui sont alloués pour permettre justement cette interdisciplinarité au travers des réunions de concertation pluridisciplinaire, de proposer des évaluations psychologues, infirmières qui sont pas facturables dans la tarification actuelle de notre système de soins. Mais malheureusement, il y a aussi des freins et des insuffisances dans ce modèle qui sont surtout liés au fait que même s'il y en a 274, c'est encore trop peu pour les patients qui en auraient besoin. Et on estime, parce que j'ai oublié de vous dire un truc très important, qui est que les derniers chiffres datent un peu de prévalence de la douleur chronique sont de 30% de la population française. Donc il y a, je sais plus, 15 ans, je crois, on a téléphoné à un échantillon représentatif de la population française à qui on a demandé s'ils avaient des douleurs de façon régulière depuis plus de 3 mois et 30% de la population a répondu oui. Et là, ça a été refait et les chiffres vont sortir officiellement la semaine prochaine et on est plus autour de 40%. Donc pour prendre en charge toutes ces personnes, il faudrait 1000 fois plus que 274 structures douleurs chroniques. Donc il n'y en a pas assez, ce qui fait que c'est bouché et que les délais d'attente pour accéder aux structures sont de plusieurs mois en moyenne. Et puis il y a plein de gens ou de même professionnels qui ne veulent même plus adresser leurs patients dans les structures parce que si c'est pour attendre de toute façon 6 mois pour être pris en charge, ils préfèrent tenter d'autres types de soins. Donc on est confronté à un problème d'engorgement de ces structures douleurs qui doit pousser nos autorités à modifier un peu la prise en charge, à sensibiliser davantage les professionnels de santé, mais aussi la population à la douleur maladie, comme une maladie chronique, avec toutes ces composantes bio, psychosociales, même parfois sociétales,
pour que les praticiens de soins primaires puissent intervenir de façon précoce auprès des patients, éviter cet envahissement et le cercle vicieux qui s'auto-entretient, comme je vous ai montré, pour permettre aux structures douleurs de prendre au bon moment les patients qui échappent à cette premier niveau, à cette première ligne de prise en charge. Et parce que actuellement, on se retrouve confronté à des patients qui ont, vous voyez, 8 ans d'évolution en moyenne quand ils arrivent à leur premier rendez-vous en douleur. Ça veut dire qu'ils ont eu le temps d'être non reconnus, de perdre confiance en eux. On parlait beaucoup d'estime de soi tout à l'heure, qu'ils ne savent plus du tout ce qu'ils doivent faire pour eux, qu'ils peuvent prendre comme traitement ou pas. Et donc, il y a tout ce schéma à déconstruire avant même de commencer à prendre en charge la douleur. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et puis, Merci beaucoup à les deux. Je vois que Bénédicte Tombard a levé la main pour une autre question. Merci beaucoup pour cette excellente mise au point. Et c'est vrai que, justement, je suis très interpellée par le changement de paradigme et du fait que la médecine, en fait, est sentie nécessaire, voire indispensable, de faire basculer le symptôme en une maladie. C'est quand même pas commun de faire ça. Jusqu'à là, la douleur est un symptôme. Et pour évoluer, et en fait, je trouve que c'est le fil conducteur de toute la journée, c'est comment reconnaître la réalité de l'autre. Il a fallu même changer, en fait, de paradigme et dire non, c'est pas un symptôme, c'est une vraie maladie, pour qu'on puisse vraiment s'en occuper. Et s'occuper non pas du symptôme ou de la maladie, parce que c'est pas ça qui est essentiel, s'occuper de la personne, et effectivement, c'est le fil de Bonjour Marguerite. Anne, tu as là aligné l'équipe de Lutter contre la douleur, qui est une association ville-hôpital sponsorisée par l'ARS. Et tu sais que nous accueillons des patients qui sont inclus pour 15 mois. Et on leur propose cette prise en charge, on les aide à organiser cette prise en charge multimodale. Et nous avons eu récemment une étudiante qui a fait une étude pour comprendre pourquoi certains patients lâchaient le parcours sur les 15 mois, ils avaient des difficultés. Et moi, je voudrais vous livrer 4 mots qui m'ont semblé très très forts dans cette enquête. C'est que les patients ont des besoins, des attentes. Certes, ils ont des ressources, mais aussi ils ont des limites. Et c'est souvent ça qui fait que la prise en charge est complexe, compliquée, et que la mise en œuvre de ce qui peut les améliorer dans cette douleur chronique maladie peut être encore plus complexe et peut être se heurter à ces quatre éléments. Il y en a forcément d'autres, mais je voulais partager ces 4 mots qui m'obsèdent un petit peu depuis qu'on a fait cette enquête. Merci. Et puis avec une question pour vous revenir sur les 40%, paraissent vraiment très très importants. Est-ce que vous avez une idée des causes peut-être de cette augmentation déjà de 30 à 40%, et quels sont un peu les débats parmi les médecins douleurs ou les personnes qui s'intéressent à la douleur sur la dynamique de cette augmentation, peut-être les grandes causes dans une société de la douleur chronique, tout simplement. Non, mais le développement des maladies chroniques en général, le vieillissement de la population et l'augmentation ce qu'on appelle des survivants, du cancer notamment, et de ces pathologies qui tuaient auparavant, est une première explication. Ensuite, il y a beaucoup, comme vous avez
j'espère que vous avez été attentifs, vous avez vu que dans les nuages, il y avait hygiène de vie, activité physique, et c'est vrai que c'est pour ça que c'est un problème de santé sociétale aussi. La douleur, c'est que plus on est inactif, moins on bouge physiquement, plus la douleur a de risques et de chances de se développer et en tout cas de s'entretenir. Donc ça, c'est les premières explications. Pour les idées de pallier cette augmentation des douleurs, on en a plein, mais non, mais il faut absolument sensibiliser, en fait. Déjà, savoir que ce changement de paradigme, il date de 2019. Il se trouve qu'il s'est passé un petit truc en 2020 qui a fait qu'on avait quand même autre chose à faire que de communiquer autour de ce changement révolutionnaire du paradigme de la douleur. Et qu'il faut absolument que les professionnels de santé, la population, sache que c'est une maladie, qu'il faut la prendre en charge précocement, qu'on ne s'habitue pas à la douleur, et pour éviter des conséquences au point que, en effet, les patients se sentent incompris. Ils répondent qu'ils ont des besoins, ils ont des attentes qui vraisemblablement ne sont pas compris par nous les professionnels de santé, et qu'ils sont limités dans leur vie au-delà de juste dans leur fonction, c'est qu'il y a quelque chose à prendre vraiment en amont du moment où ils arrivent dans une structure, que ce soit au réseau LCD, dans les structures douleur. Juste aussi, je pense que maintenant les gens en parlent. C'est ce que disait Luce aussi ce matin, c'est-à-dire que elle n'osait pas en parler. La douleur, avant, on est dans une société où il fallait serrer les dents et tais-toi. Je suis plus vieille que vous, donc c'était ça, quoi. Maintenant, on se permet de dire qu'on peut avoir. Merci pour votre présentation. Donc j'avais une question qui s'est rattachée un peu à la question posée par le collègue tout à l'heure. Est-ce que vous avez une idée du profil, enfin, y a-t-il un profil de patient douloureux chronique? Je vous dis ça parce que je pense beaucoup à la dimension psychique de ces patients. Moi, en tant que médecin de médecine interne, j'avais soit en consultation adressée par des médecins généralistes, beaucoup de patients qui ont des symptomatologies douloureuses chroniques, parfois l'équivalent de l'asthénie chronique. Et c'est assez évident, ça paraît assez évident après un entretien ou 2 entretiens de consultation, qu'il y a quand même une dimension psychique et qui parfois est aussi méconnue, en tout cas non prise en compte par le patient. Et du coup, ces symptômes psychiques passent par le corps. Et du coup, je me demandais si dans le cadre de votre pratique, vous aviez en tête un profil particulier du patient et si cette dimension psychique est-elle prise vraiment en compte avec les moyens, parce qu'on sait très bien que la santé mentale fait l'objet de grandes souffrances dans le pays en général. Voilà, merci. Il y a beaucoup d'études qui ont été... En fait, c'est difficile pour le profil de faire un avant-après, parce que souvent, ça évolue progressivement. Il y a un modèle qui est pratique pour ça, c'est la douleur post-opératoire, puisque pour la plupart des patients, avant l'intervention, ils avaient pas mal, et puis 3 mois après l'intervention, ils ont développé des douleurs chroniques. Donc, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, et il se trouve qu'évidemment, il y a des facteurs émotionnels qui sont les déterminants de chronicisation de la douleur. Il y a des facteurs génétiques, c'est-à-dire que probablement, avant, on pensait que, par exemple, une douleur aiguë, moins bien elle allait être prise en charge, plus elle allait évoluer vers une douleur chronique. Finalement, on revient aussi un peu sur ce paradigme. Et la douleur aiguë ne va pas devenir chronique chez tout le monde. Donc, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs aussi environnementaux qui vont probablement contribuer à développer la douleur. Et j'ai oublié une composante importante. Le genre. Oui, mais le genre, justement, il y a eu des études très controversées. Est-ce que les femmes ont plus mal? Oui, alors il y a des études qui ont montré que les femmes avaient plus mal que les hommes, puis d'autres qui ont complètement annulé ça en disant que non, ce n'était pas vrai. On en est revenu, mais ça, c'était des hommes qui avaient fait des études.
ce qui va peut-être nous permettre d'être plus, en tout cas, de mieux accompagner les gens. C'est aussi justement que nous, en consultation, on leur explique beaucoup ça, cette imbrication du psychique, de l'affectivo-émotionnel, du cognitif. Et du coup, quand on amène à ces explications, les gens eux-mêmes disent « Ah, mais moi, je comprends parce que je suis très stressée. Donc, en fait, peut-être que oui, maintenant que vous me le dites, c'est vrai que quand ma belle-mère est venue, là, j'en pouvais plus, j'avais mal tout le temps. » Voilà. Et en fait, eux-mêmes bobinent un peu leur histoire de douleur aussi. Moi, ça m'arrive tout le temps, les collègues qui me disent j'ai un patient, on a fait tout le tour en médecine interne et autres, je pense qu'il a vraiment besoin de voir un psy. Bah, oui. Mais effectivement, le plan santé mentale va peut-être nous permettre d'avoir un accès privilégié, même pas privilégié, juste un accès tout court aux professionnels de la santé mentale. C'est vrai que la douleur est un moyen aussi d'accéder à ce qui se passe de façon non visible. Du coup, j'ai une question un petit peu provocatrice, peut-être, et je garde en mémoire ce que nous disait Madame Robin ce matin. Est-ce que c'est logique de médicaliser, de paramédicaliser la douleur après 3 mois? Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'imaginer que les gens peuvent trouver des ressources et qu'on peut peut-être soutenir les capacités des gens, ne serait-ce que financièrement, parce que ce qu'on voit en termes de santé publique financièrement, c'est pas rien. Et à côté de ça, il y a des gens qui ont des difficultés pour manger, pour se loger, pour avoir une activité physique, parce qu'ils n'ont pas recours à des choses qui sont adaptées. Donc toute la question de la réadaptation et de tenir compte de la limitation de participation des gens qui ont une douleur, parce que c'est pas plus important que de développer du médical ou du paramédical, du soin qui va peut-être s'auto-justifier. Non, mais déjà, sur le continuel, justement, la médicalisation, elle ne représente rien du tout. Elle était vraiment minime. Tout ce qu'on essaie de faire, justement, c'est de médicaliser le moins possible. C'est-à-dire de favoriser. Alors, c'est vrai, comme vous dites, les gens n'ont pas les moyens financiers de pouvoir aller. C'est pour ça qu'on essaie aussi d'offrir ce genre des ostéopathes, de l'orthothérapie, de l'acupuncture, des choses comme ça, pour que les gens puissent avoir accès à des choses qui nous seraient, financièrement seraient compliquées pour eux, et reprennent aussi de revenus via ces techniques-là. L'activité physique, c'est eux qui vont la faire. C'est vrai qu'il y a la notion de médicament et de médicalisation, ce qui peut être un petit peu différent. À mon sens, la médicalisation, elle n'est là que pour permettre aux patients de redevenir suffisamment autonomes pour utiliser ses propres ressources, parce qu'à cause du cercle vicieux de la douleur, il est tellement envahi que parfois il ne peut plus les utiliser, il n'a plus conscience de ses ressources, il n'a plus conscience de ce qu'il veut faire dans la vie. Et nous, on est là plus pour le guider et pour aller repérer chez lui, dans son discours, dans son histoire, dans sa manifestation, les ressources qu'il a pu éventuellement mettre de côté. Et c'est là où il y a besoin un peu de médical pour aller repérer avec une évaluation approfondie tous ces enjeux que représente la douleur chez la personne. Je suis interdit. Nous, les gens, ils viennent vers nous pour surtout un diagnostic. Ils veulent un diagnostic, parce que le diagnostic de douleur, ça donne pas de l'invalidité. Ils veulent la maladie rare. Ils ont été voir des gens plus ou moins escrocs qui leur ont évoqué des choses, mais c'est très difficile. Ils recherchent, ils arrivent avec un nombre d'examens incroyable, et c'est ça qui est difficile. C'est l'acceptation pour qu'ils arrivent chez vous, qu'ils acceptent la prise en charge. Ils veulent aussi un diagnostic, et c'est là où ce changement de paradigme nous aide beaucoup, c'est-à-dire qu'on leur dit depuis 2019, c'est une maladie. Votre maladie, c'est ça. Et c'est pas auto-immun. C'est une autre maladie. On prend des cortiques avec eux, mais c'est l'éducation thérapeutique qui aide beaucoup pour les aider à accepter. Non, mais c'est ça, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui va mettre du temps, parce que la plupart des gens, en effet, viennent, ils veulent avoir
Même le diagnostic des fibromyalgies leur fait plaisir, pour un certain. Ils ont un mot à mettre sur ce qu'ils ressentent. Par rapport à l'évaluation de la douleur, quels outils sont utilisés par les différents intervenants de la prise en charge? Est-ce que ce sont les mêmes outils, quelle que soit la cause qui a entraîné la douleur chronique? Et est-ce que ces outils sont utilisés régulièrement au cours de la prise en charge? Globalement, ce sont les mêmes outils, puisque c'est une même maladie. Après, il va y avoir des petites subtilités, parce qu'on ne va pas forcément interroger exactement de la même manière quand c'est une douleur vulvaire ou une douleur de la bouche. Mais les outils sont les mêmes, et ils sont tout à fait accessibles à tous les praticiens de soins primaires. Ils ne sont pas réservés aux structures de douleur chronique. Ce sont des outils qui vraiment résident essentiellement dans la transmission par le patient de son vécu douloureux, de son histoire, de ce qu'il ressent et de l'impact de ces douleurs dans sa vie d'aujourd'hui. Donc c'est tout à fait accessible à tout le monde. Après, on a des questionnaires et des scores que le patient va remplir lui-même et qui vont nous aider à repérer certains items pour travailler après avec le patient, mais c'est pas des trucs révolutionnaires. Si c'était ça l'interrogation. Vous avez parlé de la non-reconnaissance, du fait que beaucoup de personnes souffraient de ne pas être crues par leur entourage, peut-être par leurs collègues. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette souffrance est-ce que vous la rencontrez souvent en consultation? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez beaucoup? Est-ce que ça augmente aussi peut-être la douleur, cette non-reconnaissance? Est-ce que c'est l'objet, ça peut être pour certains l'objet de la consultation, devant même la douleur? Voilà. Je n'ai pas de chiffre en tête, mais clairement, oui, c'est une souffrance parce que très souvent, ils sont passés pour fous. Donc, va consulter, t'as rien, c'est dans la tête. Oh là là, tu vas pas nous saouler avec ton truc encore. Ça, c'est vraiment ce qu'ils entendent et ce qu'ils nous rapportent. Après, moi, j'ai pas de chiffres, mais enseignant tous. On en parle aussi ce matin que le monde médical, il est très cloisonné par organes et par lésions. Or, là, ça fait appel à d'autres visions du corps et de la personne. Et donc, ils ne sont pas entendus, mais j'ai pas de chiffre particulier. En tout cas, c'est sûr que cette errance et ce besoin d'être reconnu fait sans doute appel à des problèmes d'identité, des reconnaissances de sa propre identité. Et on a des patients qui nous disent, mais moi, j'ai passé un scanner, je suis dégoûtée, j'ai pas de cancer. Ils ne le disent pas comme ça si vite, mais on le dit pour eux. En fait, vous auriez préféré qu'il y ait quelque chose de grave au résultat. Donc, ils ont vraiment ce besoin de reconnaissance de leur souffrance qui passerait par la reconnaissance lésionnelle. Donc, nous, on va les amener à la reconnaissance de leur existence par la reconnaissance de la maladie. Il y a par exemple dans la douleur neuropathique, parce que ça, il y a plein de petits documents qui sont faits sur la douleur neuropathique. Et quand on dit au patient, ben, vous avez une douleur neuropathique, il nous dit, vous ne pourriez pas nous donner de documents, je vais l'amener à ma femme, je vais l'amener à mes enfants pour leur montrer que c'est vrai ce que j'ai. Vous voyez, ils ont fait un petit flyer pour ça. Et donc, oui, il y a ce besoin de reconnaissance. Très bien, merci beaucoup encore.